La mobilité dans la métropole parisienne et tous ces enjeux, avec beaucoup d'ambition pour la métropole parisienne d'être parmi les plus grandes métropoles globales mondiales. Donc moi, il me semblait intéressant de refaire un peu un tour de piste, en tout cas de situer la région parisienne par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans plein d'autres grandes agglomérations chinoises, brésiliennes, indiennes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette compétitivité, dans cette course à la mondialisation, à la globalisation, on a une sorte, entre guillemets, de schéma standard qui est en train d'apparaître, avec effectivement les cœurs de ces métropoles qui sont préexistants, qui ont un passé historique, et puis autour, un phénomène mondial de périurbanisation très très fort. Paris, par rapport à la région parisienne, c'est un joyau. Hein. C'est quelque chose qui a une valeur patrimoniale, culturelle tellement forte, peut-être unique au monde. Je ne sais pas le juger. Mais... Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand on se déplace, on va parler de mobilité après, c'est l'essentiel du sujet, mais quand on se déplace, on va d'un point A à un point B, avec un motif de déplacement. Et donc on a déjà on est déjà programmé par la structuration spatiale dans laquelle on vit. Et automatiquement, la localisation des activités, des emplois, des lieux d'habitat, tout ça conditionne la génération des déplacements. Quand on parle de mobilité dans la région parisienne, il est quand même difficile d'imaginer que, bon, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui, eux, veulent prendre en compte de manière très systémique et globale l'ensemble de ces déplacements. Mais finalement, quand on se rapporte à l'individu lui-même, dans ses modes de fonctionnement, on a des univers de choix qui sont tellement larges qu'automatiquement, chacun a son type de programmation de déplacement qui est de toute façon très restreint par rapport à l'ensemble des choix possibles. Donc, d'une certaine manière, on vit un petit peu en archipel. Et on se déplace d'une certaine manière de son île à une autre île. Et si on a le temps, on a de moins en moins le temps, on peut s'arrêter sur ce qui se passe entre les deux îles, mais c'est finalement assez peu commun. Les franciliens sont très multimodaux. Et plus on se déplace, plus on a tendance à être encore plus multimodal. C'est-à-dire un jour j'utilise le RER, le lendemain j'utilise le bus, ensuite ma voiture. Bon, c'est finalement donner les moyens aux franciliens d'optimiser au mieux leur temps. Et là, on revient sur ces notions de valeur avec le risque, à mon avis, d'une remise en cause de la valeur de la mobilité, où finalement, on va aller vers cette rationalisation. Alors, qui dit rationalisation, et là encore, augmentation des contraintes, notamment contraintes budgétaires, ça veut dire, effectivement, on se rend compte qu'entre la voiture particulière et la route, et de l'autre côté, les transports collectifs, des infrastructures lourdes également, il manque quelque chose au milieu. Il manque quelque chose pour donner de la flexibilité et de la souplesse. Alors la flexibilité et de la souplesse, c'est soit effectivement mieux gérer son programme d'activité et éventuellement ne pas bouger, pouvoir s'organiser pour favoriser l'immobilité, mais l'immobilité totale est inconcevable, donc on a besoin aussi de bouger. Et donc là, on retrouve les deux échelles. C'est-à-dire trouver quelque chose qui permet d'améliorer la mobilité de proximité. Et je ne crois pas que le vélo soit la solution miraculeuse et unique sur la mobilité de proximité. On a besoin d'autre chose. Donc ça, c'est à créer, c'est à trouver. La voiture électrique peut être un des éléments de ça. Et puis la mobilité moyenne distance, où là, je pense que l'intermodalité jusqu'ici n'a pas marché. Donc là, on a plusieurs solutions. On a une véritable intermodalité à faire fonctionner. Et je crois que là, il faut de l'incitation aussi, à la fois de l'incitation et de la restriction pour que ça marche, bien gérer les choses. Avec des moyens intermédiaires de type voiture partagée ou covoiturage, là encore pour optimiser à la fois son temps, optimiser l'espace, optimiser son budget monétaire. On se rend compte que le covoiturage, là aussi, il y a un potentiel énorme. Avec certains types d'acteurs. On parle des individus, on parle des pouvoirs publics. Là aussi, entre les deux, il y a quelque chose d'assez inexploité, c'est les communautés au sens large du terme. Ça peut être des communautés de voisinage, ça peut être des entreprises. Et l'exemple que vous donniez tout à l'heure est tout à fait intéressant, de s'inspirer des communautés web, par exemple, qui existent,
pour arriver à transposer des comportements virtuels, ou en tout cas des associations virtuelles, dans du réel, où on va pouvoir mettre en commun ou s'organiser pour faire quelque chose ensemble, se déplacer ensemble. Donc là, il y a une vraie vertu qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Alors le covoiturage, effectivement, bon, il ne marche pas pour un certain nombre de raisons. Manque d'incitation, absence de restrictions parfois, et puis souvent c'est par rapport à sa voiture. Sa voiture, c'est sa sphère personnelle, c'est mon univers, je suis peu enclin à le partager. Bon, imaginons des besoins de mobilité accrus dans la grande périphérie de l'agglomération parisienne, des besoins de flexibilité, des besoins d'optimiser son temps, optimiser l'énergie. On peut imaginer des flottes de véhicules électriques qu'on va pouvoir partager, faire du covoiturage avec. Donc j'ai besoin d'aller de mon quartier à la gare. Eh bien, on peut utiliser une voiture qu'on peut éventuellement aussi à certaines heures partager avec d'autres. Donc tout ça va dans le sens d'une mutualisation tout à fait intéressante.